Salut mes chers abonnés. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire d'une famille aimante, respectable et apparemment sans histoire. Un couple modèle, des enfants souriants, une grande maison, des valeurs solides, un nom respecté dans toute la ville. Mais un soir d'avril 1991, tout a basculé. Des cris, du sang, une scène si atroce que même les enquêteurs les plus aguerris en ont été bouleversés. Un massacre, méthodique, inhumain. Et le plus glaçant dans tout ça, ce n'est pas la violence, ce n'est pas le mobile. C'est qui a fait ça et pourquoi. Car derrière ce drame se cache un plan, longuement préparé, un piège tendu dans le calme d'une maison familiale. Et une vérité, que personne n'a voulu croire. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir ce soir risque de vous retourner l'estomac. Mes chers abonnés, aujourd'hui, on prend la direction de Montecchia di Crosara, une petite commune discrète, plantée au nord de l'Italie, dans la province de Vérone. Un coin paisible, posé sur une plaine entre les montagnes. En 1991, un peu plus de 4000 âmes y vivaient. La majorité étant des gens simples, travailleurs, proches de la terre. Le genre d'endroit où tout le monde se connaît, où la violence n'existe pas, ou du moins pas encore, mais dans la nuit du 17 au 18 avril 1991, ce havre de paix a été frappé par l'horreur. Ce soir-là, un appel paniqué pousse une patrouille de carabiniers à se rendre dans une rue résidentielle de la commune. Des voisins inquiets ont signalé une agitation inhabituelle autour d'une villa. En approchant du lieu, les policiers sont tombés sur un jeune homme en plein milieu de la route. Il hurlait, gesticulait. Il semblait totalement hors de lui. Lorsqu'ils l'ont interrogé, le jeune homme leur a expliqué qu'il était rentré chez lui et qu'il avait trouvé une scène de cauchemar. Il était convaincu que ses parents ont été tués. Il les a guidés jusqu'à la maison. Au 2e étage de la villa familiale, les forces de l'ordre ont découvert un véritable carnage. Un bain de sang, 2 corps, un homme et une femme, gisaient sur le sol, mutilés, recouverts d'un drap. Leurs visages étaient méconnaissables, massacrés à coups de matraque ou d'un objet contondant. La femme avait même un sac plastique sur la tête. Les blessures étaient si graves que l'identification des victimes aurait été impossible, sans l'intervention du médecin légiste. Il a formellement reconnu les défunts, Antonio Mazzo, 56 ans, et son épouse, Maria Rosa Tessari, de 8 ans sa cadette. Antonio était un agriculteur prospère, propriétaire de plusieurs parcelles de terre et fournisseur de tonnes de fruits et de baies récoltés dans ses vergers. Une réussite bâtie à la force du poignet. Maria Rosa, elle, avait abandonné sa carrière pour se consacrer à sa famille dès la naissance de leur premier enfant. Le couple avait 3 enfants, vivait dans une grande maison avec un jardin impeccablement entretenu et comptait parmi les familles les plus aisées du coin. Antonio possédait même plusieurs voitures de luxe garées dans leur garage. Un patrimoine durement acquis, une vie de sueur, de sacrifice, réduite en bouillie dans ce qui était autrefois un foyer. La villa était désormais une scène de crime. Au départ, les enquêteurs ont penché pour un cambriolage qui aurait mal tourné. Des meubles renversés, des objets éparpillés sur le sol, et ces dernières semaines, plusieurs fermes alentours avaient été la cible de cambrioleurs. Une bande organisée semblait frapper les familles aisées de la région, mais jamais personne n'avait été tué. Jusqu'à cette nuit, jusqu'à ce massacre, quelque chose ne collait pas. Ces cambrioleurs opéraient dans des maisons vides. Ils ne s'en prenaient jamais aux occupants. Et là, 2 morts. Une boucherie. Les détectives ont voulu dresser la liste des objets disparus, espérant que ce qui avait été volé puisse les mener au tueur. Le jeune homme rencontré par les policiers était en fait le plus jeune enfant du couple, Pietro Mazzo, 19 ans, un témoin clé, un fils anéanti ou un acteur au sang-froid. Les enquêteurs l'ont interrogé immédiatement. Pietro a déclaré que ses parents n'étaient pas à la maison ce soir-là. Ils étaient partis assister à une réunion religieuse dans une ville voisine, à bord de leur voiture. La religion occupait une place importante dans leur vie. Antonio et Maria Rosa assistaient régulièrement à des rencontres spirituelles. C'était pour eux un moyen de se ressourcer, de tisser des liens, de rencontrer du monde. Le soir du drame, ils avaient prévu de rentrer vers 22h30. Leur fils Pietro, lui, avait une autre idée en tête, aller en boîte de nuit. Il voulait le voir avant son départ. Pietro avait prévu de quitter la maison aux alentours de 23h30. Selon ses dires, il avait croisé ses parents, avait pris l'une des autres voitures de la famille.
et était parti sans rien remarquer de suspect dans la rue. Aucun signe d'effraction, aucune alerte. Tout semblait normal. Il a affirmé être rentré aux alentours de 2 heures du matin, après la soirée. Mais en arrivant, une inquiétude a surgi. Les portes du garage étaient grandes ouvertes. Un détail qui l'a frappé immédiatement. Il était pourtant certain de les avoir fermées avant de partir. Et ses parents étaient méticuleux. Ils ne laissaient jamais rien ouvert. Puis, un autre détail l'avait troublé. La lumière restait allumée dans le hall d'entrée. Une lumière qu'on éteignait toujours avant de se coucher. Ses parents devaient dormir, mais cette lumière, cette porte, quelque chose clochait. Lorsqu'il a poussé la porte et est monté au premier étage, Pietro a découvert l'indicible. Une scène si violente, si sanglante, qu'il a fui en courant pour appeler les autorités. Son récit a permis aux enquêteurs d'établir une plage horaire approximative pour le double meurtre, entre 23h30 et 2h du matin. Pietro a juré qu'il n'était pas à la villa durant tout ce laps de temps. Pour combler les blancs, les enquêteurs se sont donc tournés vers les voisins, en espérant qu'ils aient vu ou entendu quelque chose. Mais la pluie battante qui s'était abattue sur la ville cette nuit-là avait noyé tous les bruits. Personne n'a rien entendu. Les carabiniers ont fouillé la chronologie de Pietro. Il a déclaré avoir passé la soirée dans un bar avec des amis, avant de les raccompagner chez eux. Vers 23h30, il serait parti à la discothèque. Il a donné 3 noms, Giorgio, Paolo et Damiano. Tous ont confirmé sa version. Son alibi semblait solide. Trop solide, mais un détail intriguait les enquêteurs. Aucune trace d'effraction. Pietro a répondu que ses parents avaient l'habitude de cacher un trousseau de clés dans le jardin. Il était donc possible que le tueur le savait et ait pu entrer, sans forcer. Pietro a également mentionné une voiture suspecte. Une Volkswagen blanche qu'il aurait vue rôder près de la maison à plusieurs reprises ces derniers jours. Parfois garée en face, moteur éteint, comme si quelqu'un observait les allées et venues. Malheureusement, il n'a pas pu donner la plaque, ni décrire le conducteur. Pour l'instant, rien ne l'incriminait. Alors, on l'a laissé repartir. Mais très vite, quelque chose a dérangé les enquêteurs. Pietro parlait trop, aux médias surtout. Il enchaînait les interviews, racontant avec un luxe de détails la scène d'horreur qu'il aurait découverte. À chaque passage télé ou article de presse, il semblait ajouter une touche macabre. Une flaque de sang plus grande, un regard vide, une odeur insoutenable. Mais ce n'était pas la douleur d'un fils qu'il voyait. C'était autre chose, un frisson, un plaisir discret, une forme de jouissance à être au centre de l'attention. Un besoin de briller, même sur les cendres encore chaudes de ses parents. Les enquêteurs ont donc interrogé à nouveau ses amis. Oui, ils avaient passé la soirée ensemble. Mais ils étaient tous rentrés chez eux bien avant 2 heures du matin. Et aucun ne pouvait affirmer où Pietro se trouvait au moment exact du meurtre. Et pendant ce temps, les experts fouillaient la maison familiale. Et ce qu'ils ont découvert n'avait rien à voir avec un cambriolage. Rien n'avait été volé. Tout était resté à sa place. L'argenterie, les bijoux, les montres, les téléviseurs, tout était intact. Et ce sont les autres enfants du couple Masso qui l'ont confirmé. Tout indiquait que le tueur n'était pas venu pour voler. Non, il était venu pour tuer. Rien dans la scène de crime ne ressemblait à un cambriolage classique. Ce n'était pas une effraction, mais une exécution. Le couple avait été massacré, avec une telle violence, une telle rage, que les enquêteurs n'ont pas pu s'empêcher de penser à une vengeance personnelle. Car un cambrioleur, même surpris, ne laisse pas ce genre de carnage derrière lui. Il tire, il s'enfuit. Il ne s'acharne pas, il ne s'amuse pas. Quelque chose clochait. Après avoir interrogé tous les témoins possibles, les carabiniers ont porté une attention nouvelle au comportement étrange de Pietro. Contrairement à ses sœurs, il ne semblait ni effondré, ni bouleversé. Pas une larme, pas d'inquiétude, juste un calme glaçant. Et c'est lui qui avait découvert l'horreur. Dès leur première rencontre, les policiers avaient noté un tremblement dans sa voix. Pas celui du chagrin, mais celui du mensonge. Alors, Pietro pouvait-il vraiment être le meurtrier de ses propres parents ? Et surtout pourquoi ? De nombreux habitants décrivaient Pietro comme un garçon gentil, simple. Mais derrière le vernis du bon fils, les enquêteurs ont gratté, et ce qu'ils ont trouvé allait tout changer. À Montecchia di Crosara, il n'y avait qu'un seul vrai lieu de sortie, le bar local. Et dans ce bar, Pietro était une véritable star. Il s'y comportait comme un prince. Toujours bien habillé, entouré, admiré,
À la discothèque, il flambait. Littéralement. Il allumait ses cigarettes avec des billets de 50 000 lire qui équivaut à 25 €. Une mise en scène. Mais ce n'était pas son argent. Car Pietro n'avait pas de travail. Aucun. Il vivait sur le dos de son père. Il brûlait l'héritage en direct. Et plus il brillait dehors, plus il s'attirait les reproches à la maison. Il avait grandi dans une famille catholique, pieuse, sérieuse. À une époque, il avait même été inscrit au séminaire. On le voyait comme un garçon exemplaire. Mais il avait quitté l'école, avant d'y revenir péniblement. Puis il avait tenté l'université agricole, abandonné aussi. Il avait multiplié les petits boulots, sans jamais tenir plus de quelques jours. Rien ne collait, rien ne durait. Et ça, ses parents le vivaient très mal. Au bar, on le connaissait pour d'autres passions. Les jeux de poker, les flirts sans lendemain, les soirées au casino. Pietro aimait les plaisirs faciles et détestait l'effort. Il était le Benjamin de la fratrie, l'unique fils, le seul garçon. Il avait 2 sœurs, Nadia et Laura. Elle l'adorait, le choyait, le protégeait. On l'avait toujours un peu plus couvé que les autres. Et son père, Antonio, voyait en lui son héritier, son prolongement. Mais Pietro n'était pas ce fils qu'il espérait. Pas un travailleur, pas un bâtisseur. Et Antonio était déçu, très déçu. Mais cela faisait-il de Pietro un meurtrier, un parricide? Non, il fallait des preuves, des vrais, du concret. Et ce vendredi 19 avril, Pietro Mazzo a été de nouveau convoqué au poste de police. Mais cette fois, l'entretien n'avait rien à voir avec une reconstitution d'horaire. Cette fois, les enquêteurs voulaient tester leurs soupçons. En inspectant la villa, les experts ont mis la main sur un élément troublant, un pantalon taché de sang. Il appartenait à Pietro. Une large trace sur la jambe. Mais ce n'était pas tout. Un reçu bancaire, retrouvé dans la maison, allait faire vaciller les derniers doutes. Montant: 25 millions de lire, soit environ 13 000 €. Date d'encaissement: 15 avril 1991, 2 jours avant le massacre. Et la signature sur le chèque? Celle de Maria Rosa Tessari, sa mère. Une vérification à la banque a confirmé ce que les policiers redoutaient. Pietro lui-même était venu toucher l'argent, en espèces. Interrogé, il a expliqué que l'argent était pour son ami Giorgio, un jeune homme qui, soi-disant, aidait souvent sa mère à la maison. Une sorte de grosse prime de remerciement. Mais 13 000 € pour quelques coups de main? L'excuse ne tenait pas. Et plus les enquêteurs le pressaient, plus Pietro se décomposait. Il devenait nerveux, contradictoire, confus. Puis, à 23h, ce vendredi 19 avril, le masque est tombé. D'abord, un aveu discret. Oui, il avait falsifié le chèque. Puis, une bombe. Pietro a avoué le double meurtre. Il n'était pas seul. Il avait agi avec 3 complices. Paolo Cavazza, 18 ans, Giorgio Carbonine, 18 ans également, et Damiano Burato, 17 ans. Le mobile? L'argent. Pietro a expliqué froidement qu'il voulait simplement accélérer le cours naturel des choses. Devenir héritier, sans attendre que ses parents meurent de vieillesse. Il le poussait à devenir adulte, à trouver un emploi, à grandir. Mais lui ne voulait pas grandir. Il voulait jouir de la vie, maintenant, et sans effort. Quand les enquêteurs lui ont demandé s'il avait envisagé que l'héritage soit partagé avec ses sœurs, Pietro a souri. Il a répondu, sans la moindre émotion, que ses sœurs auraient subi le même sort que ses parents. Ensuite, il comptait éliminer ses complices, pour garder tout l'argent pour lui seul. Un plan, un programme, une purge familiale. À la suite de ces aveux, les 3 complices ont été arrêtés. Et ce qui a stupéfié les policiers, c'est la calme acceptation des faits. Tous ont reconnu leur participation sans résistance, comme s'il s'agissait d'un jeu mal tourné, ou d'une mission accomplie. Selon leurs déclarations, l'idée du crime remontait à près d'1 an avant les faits. Et le plan précis, rodé, avait été finalisé 2 mois avant le massacre. Pietro en parlait comme d'un projet. Il l'appelait même le travail. Un code, une mise en scène, un fantasme mafieux. Il racontait tout cela sans émotion, sans honte. Il disait ne pas ressentir de lien fort avec ses parents, ni avec ses sœurs. Il ne cherchait que l'argent et une vie sans contrainte. Son addiction aux drogues, sa passion pour le jeu, ses nuits au casino, entouré de filles et de champagne.
Tout cela avait creusé un gouffre financier. Une nuit, après une perte massive, il a compris que la seule fortune qu'il pourrait toucher était celle de ses parents. Il a tout évalué. Plusieurs maisons, 11 terrains, de l'argent en liquide, des comptes bancaires bien garnis, des millions d'euros potentiels. Et tout cela pouvait lui revenir. À lui seul. C'est à ce moment qu'est né le projet. Il en a parlé en premier à Giorgio Carbonine, un ancien camarade de classe. Ils avaient aussi brièvement travaillé ensemble dans un supermarché lors d'une des rares tentatives de Pietro pour se réinsérer. Giorgio, lui, venait d'un milieu modeste. Il n'avait rien. Il enviait tout. Il rêvait d'une vie facile, de luxe, de femmes, de fêtes. Et Pietro le lui promettait. La moitié de l'héritage, s'il l'aidait à faire le ménage. Giorgio n'a pas hésité. Il est tombé sous la coupe de Pietro. Il lui obéissait aveuglément. C'était une relation toxique, où l'un dictait et l'autre exécutait. Le 11 février 1991, soit 2 mois à peine avant le carnage, Giorgio avait contracté un prêt de 25 millions de lire. L'objectif ? Acheter la voiture de ses rêves. Mais le plan était déjà clair dans sa tête. Régler ses dettes une fois le meurtre d'Antonio et Maria Rosa accompli, et l'héritage encaissé. Sauf qu'au lieu d'acheter cette fameuse voiture, Giorgio et Pietro ont dilapidé la somme dans les jeux et les plaisirs. Casino, soirées, alcool, femmes. Les lires ont fondu comme neige au soleil. Giorgio, lui, restait confiant. Ce n'était qu'un contretemps. Ils allaient très bientôt mettre leur plan à exécution et nager dans les millions. Toutes les dépenses seraient compensées. Une fois le prêt entièrement dépensé, ils ont décidé. Il était temps d'agir. Le plan initial était radical. Tuer toute la famille d'un seul coup. Pietro envisageait un scénario d'une cruauté glaciale. Il voulait placer des bonbonnes de gaz dans la villa et faire exploser la maison avec tous les héritiers à l'intérieur. Pour piéger tout le monde, il avait même prévu un dîner festif. Une soirée familiale à laquelle il avait invité ses 2 sœurs, qui vivaient déjà avec leur mari. Mais ce qui devait être un festin a failli virer à la tragédie. L'une des sœurs a repéré les bonbonnes. Elle a trouvé étrange qu'un des réservoirs soit relié à un minuteur. Elle a alerté son père. Les hommes de la famille se sont regroupés et ont désamorcé l'engin artisanal. Quand Pietro est revenu, sa déception était visible. Il a tenté de justifier la présence des bonbonnes en disant qu'elles servaient au poêle extérieur, et tout le monde l'a cru. Échec. Mais pas abandon. Un nouveau plan a été élaboré. Tuer les membres de la famille un par un. La première cible ? Sa propre mère. Un jour, Pietro et Giorgio l'ont conduite en voiture, soi-disant pour une course à la banque. Giorgio était assis à l'arrière, une barre de fer cachée sous le siège. Il devait la frapper au moment opportun. Pietro, lui, observait la scène dans le rétroviseur, prêt à donner un signal. Mais Giorgio n'a pas eu le courage. Il a figé. La peur, l'hésitation. C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de recruter 2 autres jeunes. Damiano Burato, 17 ans, motard, séduit par la promesse de 100 millions de lire. Et Paolo, qui n'était pas dans le besoin, mais fasciné par le charisme de Pietro. Ce dernier présentait le crime comme une ascension, une initiation à un gang mafieux, une vie de pouvoir, de secret, de sang. Pour l'amadouer, Pietro lui avait offert même un téléphone portable, l'un des premiers modèles disponibles en Italie, un vrai symbole de luxe à l'époque. Mais le temps pressait, les dettes s'accumulaient, le prêt devait être remboursé. Alors pour gagner quelques jours, Pietro a falsifié un chèque. Nous sommes le 15 avril 1991. Mais il savait que ce faux sera vite découvert. L'échec approchait. Et avec lui, l'ultime décision, passer à l'acte. Dans la nuit du 17 avril, le groupe s'est réuni. Pietro a frappé ses parents avant même de quitter la maison, contrairement à ce qu'il avait affirmé. Le couple a reçu plus de 15 coups. Une rage inouïe. Une sauvagerie qui a choqué même les enquêteurs au moment de l'autopsie. Une fois les corps ensanglantés laissés sur le sol, Pietro est parti en discothèque, avec ses complices, pour fêter leur premier pas vers l'héritage. Ensuite, il n'avait plus qu'à jouer la comédie, se présenter comme une victime, et planifier la suite, les meurtres de ses sœurs, puis l'élimination de ses complices. Aucun partage. Mais le 20 avril, les enquêteurs ont tout reconstitué. Les aveux, les preuves, les incohérences.
Les complices ont été incarcérés. L'Italie entière suivait l'affaire. Les journaux, les chaînes de télé, tous relataient l'histoire effroyable de ces deux parents massacrés parce qu'ils demandaient à leur fils de travailler. Le plus glaçant, c'est ce que l'enquête a ensuite révélé. Pietro avait parlé de son plan à plusieurs personnes, parfois bien plus âgées que lui, des habitués du bar où il traînait. Il leur posait même des questions sur comment engager un tueur à gages. Pietro comptait payer un tueur à gages avec l'argent de l'héritage. Il en parlait sans aucune gêne, dans son bar habituel, avec des dizaines de clients. Mais personne n'a jamais alerté la police. Tout le monde pensait qu'il plaisantait, que ce n'était qu'un délire de gamin en manque d'attention. Personne n'avait pris ses menaces au sérieux. Mais le 23 avril, la ville s'est réveillée dans un vacarme sourd de colère. Les habitants sont descendus dans les rues pour exprimer leur indignation. Toute la région savait désormais qu'un crime d'une atrocité inédite avait été commis par 4 jeunes du coin. Des garçons issus de bonnes familles, des visages bien connus. Et pourtant, ils venaient de signer le meurtre le plus brutal que la province ait connu depuis des décennies. Peu après, les détails du massacre ont été rendus publics. Antonio avait reçu 7 coups d'un objet contondant. Son crâne avait été littéralement fracassé, sa mâchoire brisée en 2. Il était mort en quelques minutes, dans une hémorragie massive. Maria Rosa, elle, avait subi des violences encore plus atroces. Le médecin légiste a conclu à un niveau de cruauté inhabituel. Les enquêteurs ont donc demandé une expertise psychiatrique complète. Résultat, Giorgio souffrait d'un trouble de la personnalité. Il était extrêmement influençable, facilement manipulable. Quant à Paolo et Damiano, ils étaient décrits comme des personnalités faibles, introverties, peu sûres d'elles, faciles à convaincre. Mais le plus inquiétant, c'était Pietro. Les psychiatres ont décelé chez lui un trouble bipolaire sévère, mêlé à un narcissisme pathologique. Il était, selon eux, le plus atteint mentalement. Des troubles graves jamais détectés ni traités à temps, ce qui, rétrospectivement, expliquait son comportement public déroutant et sa capacité à commettre l'impensable contre sa propre famille. L'affaire Pietro Maso a provoqué un débat national en Italie. Elle a ravivé les plaies sociales des années 80, marquées par la montée de la criminalité et l'effondrement des repères familiaux. Le 19 novembre 1991, le dossier final a été bouclé. Pietro était toujours en prison, mais il ne manquait pas de courrier. À la surprise générale, il recevait des lettres d'admiration. Certains jeunes lui écrivaient pour le féliciter d'avoir éliminé des parents trop exigeants. D'autres, surtout des centaines de jeunes femmes, lui déclaraient leur flamme. Certaines voulaient même l'épouser. Pietro avait toujours été séduisant. Et maintenant qu'il était célèbre, il avait des groupies, de vrais fans. La situation inquiétait les autorités. D'autant que le procès devait s'ouvrir en février 1992. Et Pietro s'en nourrissait. Porté par cette étrange vague de soutien, il arrivait sûr de lui au tribunal. Dès l'ouverture du procès, Pietro a reconnu les faits, sans hésiter. Il s'est décrit comme la victime de parents oppressants. Il ne montrait aucun remords. Le 18 février 1992 s'est ouvert à Vérone un procès glaçant. Celui de Pietro Maso et de ses complices Giorgio, Paolo et Damiano, accusés d'un parricide atroce. Damiano, encore mineur, a été jugé à part. Devant un public fasciné et une meute de journalistes, Pietro, impassible, presque théâtral, a raconté son crime comme une scène de film. Lui et ses amis avaient minutieusement planifié l'assassinat de ses parents pour hériter de leur fortune. Au procès, son récit a choqué par son absence totale de remords. L'accusation a requis la peine maximale, mais le tribunal, prenant en compte l'immaturité et un trouble psychiatrique diagnostiqué, l'a condamné à 30 ans de prison, au lieu de la perpétuité. Ses sœurs, Nadia et Laura, révoltées, ont tenté de faire appel pour alourdir la peine. En vain. 1 an plus tard, Pietro a exprimé ses regrets dans une lettre, renonçant même à l'héritage. Mais ses sœurs, convaincues de sa manipulation, ont refusé tout pardon. En prison, Pietro s'est tourné vers la religion, a commencé à travailler, à écrire, et même à échanger avec des figures religieuses, dont un évêque et, selon certaines sources, le pape Jean-Paul II. En 2008, après 17 ans derrière les barreaux, il a commencé à bénéficier de permissions de sortie. En 2013, il a été libéré sous condition. Installé à Milan, il a vécu discrètement, travaillé, publié un livre et participé à des initiatives de réinsertion. Mais en 2016, il a rechuté. Consommation de drogue. Message menaçant interprété à tort comme destiné à ses sœurs.
l'affaire a finalement été classée. Pietro a quitté l'Italie pour l'Espagne, où il travaille comme serveur. Puis, en 2020, une information étrange a surgi. Une vieille femme fortunée, touchée par une intervention télévisée de Pietro, a décidé de lui léguer toute sa fortune, 850 000 €. Elle a expliqué dans son testament vouloir lui donner une seconde chance. A-t-il accepté l'héritage? A-t-il refusé? Nul ne le sait. Une seule chose est sûre, Nadia et Laura ne lui ont jamais pardonné. Quant à ses anciens complices, Giorgio et Paolo ont été condamnés à 26 ans de prison. Damiano, le plus jeune, à 13 ans. Tous sont désormais libres. Si cette histoire vous a choqué autant que moi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de la partager autour de vous. Que pensez-vous de la rédemption de Pietro? A-t-il réellement changé ou s'agit-il d'une autre manipulation? Dites-le moi en commentaire. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle histoire aussi glaçante que celle-ci.